Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Panama Papers revient encore cette semaine avec des révélations et d'autres qui partent un peu dans tous les sens et qui touchent de plus en plus de personnalités, qui concernent du moins de plus en plus de personnalités. Et donc nous allons voir les titres. Le Monde, Panama Papers, les petites cachotteries de l'ancien ministre algérien Ali Benouari, par Lies Hallas. TSA, Panama Papers, Ali Benouari dénonce de fausses informations, annonce un dépôt de plainte contre Le Monde, par Hajar Genenfa. Le Matin d'Algérie, Le Monde a-t-il fait payer à Ali Benouari son soutien pour Marine Le Pen, par Yassine K. Alors donc l'émission d'aujourd'hui, Panama Papers et Petit Papier, c'est notre titre d'aujourd'hui. Et donc pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Azdine Zalani, juriste, homme politique algérien. Merci d'être avec nous. Merci. En Skype avec nous, Ali Benouari, homme politique algérien, ancien ministre concerné par donc ces révélations. Il sera avec nous au téléphone malheureusement, pas en Skype. Et Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus. Et nous allons commencer par lui. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Ah, parce qu'il nous avait demandé de le passer en premier, parce qu'il a affaire. Et donc nous allons d'abord commencer. Et j'ai oublié de parler de Borhan Messir, notre ami qui est avec nous aujourd'hui depuis Alger, ancien fonctionnaire à la retraite. Ali Benouari, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie, Si Jamel, et je salue vos invités et tous les téléspectateurs. Merci. Alors, d'abord, au sujet de ces révélations, donc Le Monde a titré, ça veut dire le titre est vraiment, j'allais dire, quasiment choquant. Mais le contenu, il n'y a pas grand-chose en fait, en vérité. Nous n'avons d'ailleurs pas compris pourquoi vous portez plainte, parce que dans le fond, hormis le titre, dans le fond, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Ali Benouari a un compte offshore, ils disent il avait des relations avec Khalifa Bank, il a transféré donc des fonds de sa société vers celle de Khalifa Bank ou inversement, et on dit que vous avez fait en sorte de ne pas apparaître. C'est tout. Pourquoi vous portez plainte dans ce cas? La question est sensée. Je me la suis posée, mais pas trop longtemps, parce que autant l'article est léger dans son contenu, il est léger parce qu'il n'y a rien. En tout cas, ceux qui savent ce que c'est qu'une société offshore, on peut revenir là-dessus, savent qu'il n'y a rien. Moi, j'ai le droit d'avoir une société offshore, onshore. Je ne suis pas résident fiscal, je ne paye pas mes impôts en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'on me reproche? C'est quand j'ai lu l'allusion à Khalifa que j'ai tout de suite compris la manœuvre. La manœuvre n'est pas de dire que je figure sur les documents de Panama Papers, ce n'est pas là, parce que pour moi, c'est tout à fait quelque chose de légal. La manœuvre, elle n'est pas là. La manœuvre, c'est de dire que j'ai recouru à ça pour cacher quelque chose. Maintenant, cacher quelque chose, il fallait que ça soit grave. Alors, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Vous pensez bien que depuis le temps que je suis dans l'opposition, ils ont dû trouver, remuer ciel et terre. Quand vous dites « ils n'ont pas trouvé », de qui vous parlez au juste? Eh bien, le système. Le système. Mais là, c'est Le Monde, c'est le journal Le Monde, ce n'est pas le régime algérien. Oui, mais c'est un journaliste algérien qui a écrit, c'est pas Le Monde. Justement, Ali Benouari, je me permets de vous interrompre de temps en temps pour comprendre, et d'ailleurs nous allons vous demander de nous expliquer ce qu'est qu'un compte offshore. D'après vous, nous savons que Le Monde fait partie de ce consortium de grands journaux qui investiguent donc dans ces révélations de Wikileaks. Mais sinon, pourquoi vous n'êtes pas sorti dans la première et la deuxième bordée des révélations qui ont été faites? Pourquoi ça sort maintenant alors que cette affaire était déjà sur place, elle était déjà enrôlée, si je peux dire? Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, je ne sais pas, depuis un mois? Depuis un mois, il y a que j'ai renoncé à faire de la politique, donc normalement on devrait me lâcher la grappe, on devrait me laisser tranquille.
J'ai déclaré ça chez vous, si jamais, si vous vous rappelez. Oui, oui, très bien. Parce que vous avez changé d'avis entre-temps? Oui, oui. Maintenant, j'ai compris que finalement, le système se méfie des gens comme moi, même quand ils arrêtent de faire de la politique. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Ils savent que même dans ma tombe, je risque de continuer à les gêner. Donc, ils ont dû se dire, ce type-là, soit on ne le croit pas, il ne va pas partir, soit il part, mais il garde son libre arbitre. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, j'interviendrai comme simple citoyen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette déclaration, il y a eu également ma déclaration sur l'élection française, on peut revenir aussi là-dessus. En quoi j'ai pu gêner le monde? C'est vrai que le monde est un soutien de Emmanuel Macron. Je n'ai pas été tendre vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je lui ai reproché son voyage à Alger. Alors peut-être que c'est ça, puisque vous me posez la question. Alors, dites-moi, Ali Benouari. D'abord, qu'est-ce qu'un compte offshore? Et puis vous nous direz pourquoi vous avez ouvert un compte. Parce qu'un compte offshore, finalement, c'est un compte secret qui, quelque part, caché. Ce n'est pas, vous auriez pu ouvrir un compte à Bruxelles ou à Paris ou à Duisbourg. Non, là, vous l'avez ouvert dans des îles un peu perdues, quelque part. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'un compte offshore et qu'est-ce que c'est? D'abord, je n'ai pas ouvert un compte à Panama, c'est une société. Parce que vous ouvrez un compte à Panama ou Gibraltar ou Chypre, dans un de ces nombreux paradis fiscaux. Ensuite, avec cette société, vous pouvez même aller à Alger ouvrir un compte. Il faut différencier, distinguer l'ouverture du compte de la société elle-même, qu'on crée dans un paradis fiscal. Parce que vous payez des impôts, pas là où vous ouvrez un compte, vous payez des impôts là où la société est domiciliée. Alors, offshore, c'est peut-être le moment, grâce à votre émission, d'expliquer aux Algériens qu'offshore, c'est très simple. Quand on dit pétrole offshore, c'est pas ce qui est onshore sur les rives, sur le territoire, mais ce qui est au-delà, sur la mer. Et quand on dit une société offshore, c'est pour dire que la société est dans un pays dont la réglementation est particulière, singulière, à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus qu'on gagne. Le deuxième critère pour faire une zone ou un pays ou une ville offshore, il y a même en Tunisie par exemple, vous pouvez créer une société offshore parce que vous avez à l'intérieur de la Tunisie une réglementation offshore. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler en dinar tunisien mais seulement en devise. Vous ne payez pas d'impôts. Et beaucoup d'Algériens ont des comptes en Tunisie offshore. Et oui, ça va être peut-être l'émission des révélations. Et donc, la première raison pour aller créer une société offshore, c'est on ne paye pas d'impôts. Le deuxième critère, c'est l'anonymat complet, c'est-à-dire que ces sociétés, on ne sait pas à qui elles appartiennent. On peut apparaître, mais on peut nommer des administrateurs du pays qui vont dire c'est nous les administrateurs, c'est nous qui représentons les actionnaires, et la loi du pays ne permet pas de dévoiler qui est le véritable actionnaire. Ça, c'est le deuxième critère, l'anonymat. Le troisième, c'est la souplesse et le coût. On les crée vite, on les ferme vite et pas cher. Donc il y a des gens, les voleurs de chez nous par exemple, ils vont aller créer des sociétés offshore pour le critère numéro 1, qui est la fiscalité, et pour le critère numéro 2, qui est l'anonymat. Je dirais j'inverse. Ils vont aller dans un paradis fiscal ou dans un pays offshore, créer une société offshore pour l'anonymat. Personne ne saura que la société X, qui peut ouvrir un compte à Alger, à Tunis, à New York, peu importe, eh bien, elle appartient à Flen. Personne ne peut savoir à qui elle appartient. Eux, ils vont choisir le critère numéro 2. Les grandes multinationales, par exemple, qui ouvrent, il faut le savoir, les Algériens doivent savoir qu'il y a des multinationales, Deutsche Bank, Crédit Suisse, Air France. Les grandes multinationales vont ouvrir des sociétés offshore. Première révélation, n'est-ce pas? Ça va étonner beaucoup de monde. Mais elles ne vont pas aller dans les paradis fiscaux pour l'anonymat, parce que tout le monde sait que leurs sociétés offshore appartiennent à ces grands groupes, Air France, etc. Elles vont là-bas pour le critère de la fiscalité, pour ne pas payer d'impôts. Enfin, il y a un troisième critère, qui est la souplesse, je vous en ai parlé, c'est ce qui m'a, moi, intéressé, qui intéresse des gens comme moi. Créer vite, fermer vite une société, si l'affaire ou la transaction qu'on a envisagée n'a pas marché, eh bien, on ferme aussi vite qu'on a créé par téléphone. Donc, on ouvre par téléphone, on ferme par téléphone, et tout ça pour un coût de quelques milliers de dollars. Et ça, c'est intéressant pour tous ceux qui veulent créer des sociétés pour faire une affaire.
On appelle ça des special purpose vehicles, c'est-à-dire un véhicule dédié à une affaire. On va créer un véhicule parce qu'on n'est pas sûr que la transaction va marcher ou pas. Alors, si elle marche, tant mieux. On peut transformer la société en société. Ça ne marche pas, eh bien, on va la fermer parce que elle n'a plus d'utilité. Et dans mon cas, ça a été ça. J'ai envisagé une transaction, je me souviens d'ailleurs même plus laquelle, et ça n'a pas marché. Je l'ai fermée aussi vite. Mais Ali Benouari, oui. Pour éclairer nos téléspectateurs, le journaliste du Monde dit, je le cite, hein, après réflexion, M. Ali Benouari ne souhaite pas apparaître comme administrateur de la société En Marche. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous n'avez pas souhaité apparaître? Ça peut être, comme dirait Mélenchon, une pudeur de gazelle, ne pas voir son nom traîner dans des papiers à gauche, à droite. Et dans mon cas, je ne me souviens franchement pas si j'ai demandé ça ou pas. Vous savez, j'ai travaillé avec un administrateur à qui j'ai demandé d'ouvrir une société offshore parce que ça coûte $1 500. Voilà, les Algériens doivent savoir combien ça coûte. Il a fait des démarches pour créer cette société. Cette société, je n'en ai plus l'utilité, il l'a fermée. Qu'il ait demandé qu'elle soit sous le régime de l'anonymat ou pas, franchement, je ne m'en souviens pas, mais je n'ai, moi, absolument aucun intérêt. Je ne pense pas que j'avais un intérêt à l'époque à créer une société anonyme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des sociétés. J'ai une société à Dubaï qui est offshore, mais tout le monde sait qu'elle m'appartient. Encore une révélation. Les autorités de Dubaï savent que l'actionnaire c'est Benouari, les autorités suisses et le fisc suisse savent que c'est à moi. Et pourtant, elle est offshore. Et ce soir, grâce à vous, tous les Algériens auront compris que offshore ne signifie pas mal, ne signifie pas quelque chose de mal. C'est le choix de l'anonymat préféré, donc de ce critère de l'anonymat que les voleurs utilisent. C'est pour ça que les voleurs utilisent les sociétés offshore, c'est pour se cacher. Donc, autrement dit, il y a quelqu'un qui met de l'argent dans son matelas ou dans son oreiller, parce qu'il ne veut pas que le fisc le découvre, et il y en a qui vont mettre leur argent dans la banque parce qu'ils n'ont rien à cacher. Et donc, les Algériens qui vont ouvrir des sociétés offshore, eh bien, c'est pour se cacher. Vous voyez comment, maintenant, on fait la différence. J'espère que les Algériens, dorénavant, feront la différence. Alors, et cette histoire de capitaux que vous déteniez dans la Société Générale Algérie, que vous avez cédé à Khalifa Bank, pourriez nous expliquer un peu? Eh bien oui, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Oui. C'est là où quand j'ai regardé ça, quand j'ai vu ça, immédiatement j'ai conclu à la malveillance, c'est-à-dire à la volonté de nuire. C'est-à-dire que celui qui a sorti cette affaire-là a dû se dire comment on va le toucher. Oui, parce que maintenant, quand on évoque Khalifa Bank et Khalifa d'une manière générale, ça suggère tout de suite qu'il y a du brouillard quelque part. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites aussi. Les gens oublient vite, notamment le gouvernement, le président. Ils ont courtisé Mohamed Khalifa. Ils lui ont demandé des services. Beaucoup de gens, le Premier ministre actuel, des ministres, la moitié du gouvernement a travaillé avec Mohamed Khalifa, qui a créé des entreprises légales, ce pas des entreprises offshore. Khalifa Airways, Khalifa Bank, ce sont des sociétés qui avaient pignon sur rue et qui employaient plus de 50 000 employés. Une catastrophe. Donc moi, à l'époque où j'avais cédé mes actions à Khalifa était une société, un groupe absolument estimé et reconnu et défendu, bec et ongle par le gouvernement qui voyait là le moyen de montrer que l'Algérie l'économie algérienne est devenue dynamique, que Khalifa symbolisait la réussite des jeunes, d'un jeune entrepreneur. Tout le monde était fier. Bon, c'était le contexte à l'époque. Il n'y avait pas du tout aucun mal à traiter. Mais après, quand Khalifa a coulé, tout le monde a défilé. Et tous ceux qui courtisaient Khalifa sont devenus les premiers à le critiquer, à salir son nom, à se défier de son nom. Et évidemment, c'est mal, c'est pas bien. Et le pauvre, il ne lui est pas resté beaucoup d'amis parmi ceux qu'il a généreusement arrosés. Ali Benouari, avant de passer à nos autres invités et de vous demander de rester avec nous,
Je voulais savoir, vous êtes riche à ce point, Ali Benouari, vous qui vendez des actions à Khalifa Bank, qui déteniez une banque vous-même, vous pouvez nous expliquer un peu, parce que beaucoup de ceux qui vous suivent, qui vous admirent, pensent que vous n'êtes pas très riche. Or maintenant, ils découvrent que Ali Benouari génère des transactions de banque à banque. Ça suggère beaucoup d'argent. Non, parce que le capital de la banque était à la Banque centrale d'Algérie. C'était un tout petit capital. Et on a débloqué 25% de ce petit capital qui représentait 8 millions de dollars. Il fallait débloquer 2 millions de dollars pour démarrer. Et dans les 2 millions de dollars, nous, c'est-à-dire moi et mon groupe, on était 17. 17 Algériens plus un ancien président de BNP Paribas, etc. Peut-être deux étrangers et 15 Algériens non résidents, qui des cadres algériens qui travaillaient dans des banques à Zurich, à Londres, à Luxembourg, à Paris. Je leur ai vidé les poches en disant c'est le moment d'aider notre pays. J'ai vidé mes poches et j'ai vidé les poches de tous mes amis pour réussir péniblement à ramasser, tenez-vous bien, 29% de 2 millions de dollars. Calculez-moi ça, pour 600 000 dollars, 15 Algériens ont créé une banque dans leur pays, c'est-à-dire à Alger, ce dont profite aujourd'hui l'économie algérienne, puisque grâce à cette banque que nous avons fondée, il y a eu l'avalanche des banques étrangères, et aujourd'hui l'économie algérienne, si elle fonctionne tant bien que mal, c'est grâce à mon groupe, grâce à ces Algériens qui ont aimé leur pays à tel point qu'ils ont vidé leurs poches 600 000 dollars pour créer cette banque et venir en soutien et convaincre Société Générale en pleine période de terrorisme, n'ayez pas peur. Nous, Algériens, nous sommes avec vous. On a ramené la Banque mondiale, la FFI, filiale de la Banque mondiale, 10%. Pour ça aussi. Et pourquoi et combien vous avez gagné? Vous avez investi 600 000 dollars. Combien ça vous a rapporté? C'est un détail insignifiant par rapport au sujet qui nous occupe. Non, mais moi je mets un peu à la place des téléspectateurs qui posent des questions et qui voudraient bien savoir, si vous voulez, hein, rien ne vous force. Non, parce que ça va nous éloigner, ça va rentrer dans le piège tendu par ce monsieur, parce que la société Bérol dont il parle n'a absolument rien à voir. C'est pas elle qui portait les actions de nos actions dans Société Générale. C'était FIBA Holding à Luxembourg, autre société défiscalisée dans un lieu qui permettait légalement ce genre. Alors ils disent que Bérol a été créé pour cacher, servir de paravent. Quelle honte, quel mensonge. Et c'est là où j'ai compris que finalement, l'homme et les commanditaires qui sont derrière cet homme, qui lui ont inspiré cet article, n'avaient qu'un but en tête, c'est lier Panama Papers, Ali Benouari, pour que dans l'esprit des Algériens censés ne pas comprendre ces questions plus ou moins complexes, il est comme eux. Il est comme eux. Voilà, ils ont le tous pourri, comme on dit. Eh bien, désolé, je ne suis pas comme eux. Désolé, je ne suis pas pourri. Et désolé, tant qu'il me restera un souffle de vie, je pourchasserai, je pourfendrai les voleurs et les corrompus. Restez avec nous, Ali Benouari. Aziz Alani, qu'est-ce que vous en pensez en tant que juriste, en tant que politicien, en tant qu'analyste politique? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, de ces révélations? Bien, effectivement, ces révélations touchent des milliers de personnes. Seulement, il faut distinguer, apparemment, les pays européens qui sont touchés, la France, l'Italie, et tout cela, ont des systèmes financiers qui sont connus et relativement transparents. Et le problème particulier, fondamental, qui touche ces questions-là, sont ce qu'on appelle les fuites fiscales des personnes, des sociétés, ne voulant pas être trop imposées, essayent donc de chercher des paradis fiscaux, comme on les appelle, pour pouvoir un peu fuir les... Parce que généralement, les comptes offshore, c'est pour fuir la fiscalité. Globalement, généralement. Maintenant, quand ça touche des pays comme le nôtre, ou des pays du tiers-monde, en particulier, et pour revenir au cas d'Algérie, là, la chose est flagrante. Et il s'agit, compte tenu de notre système financier, etc., qui interdit d'ailleurs toute sortie de devises non contrôlées a priori, la question est beaucoup plus grave. Sur cette histoire-là, la première chose,
en supposant qu'il y ait disparition de fonds ou autre, etc., de la part de telle ou telle personne ou de tel fonctionnaire ou autre. La victime, c'est qui? C'est l'État algérien, a priori. L'État algérien, pourquoi ne réagit-il pas? Puisqu'il a peur victime. Mais comme vous dites, c'est l'État algérien. C'est la même chose pour tout le monde. Par exemple, pour un Ali Benouari, un Bouchouareb, un Sellal. Non, moi je ne cite personne. Non, je veux dire, certains n'ont pas détourné de l'argent. Certains ont pris cet argent qui est le fruit de leur investissement et ils l'ont mis dans un compte offshore. D'autres ont détourné de l'argent. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Quand il y a détournement, quand c'est quelqu'un qui est propriétaire de ces fonds, c'est son propre argent, il a, dans le cadre du respect du système fiscal de son pays et du système lié à la sortie et à l'entrée des devises qui sont réglementées, particulièrement dans notre pays, très très réglementées, où on parlera du système financier justement qui est responsable déjà de ce genre de situation. Mais dans le cas de fraude manifeste ou autre, que ce soit d'ailleurs dans l'État, au sein de l'État lui-même ou à l'extérieur, ou vers l'extérieur, il y a obligatoirement une victime. Et l'une des premières victimes, c'est l'État, parce que finalement, ces fonds sortent de la fiscalité du pays en question. Le premier, c'est le système, c'est le gouvernement qui doit déposer plainte, parce qu'il est victime. Et il est victime du point de vue fiscal, il est victime aussi du point de vue des fonds qui peuvent être volés, détournés, autres, etc. Donc la première victime des détournements de fonds, Mais Ali Benouari, par exemple, c'est un résident fiscal en Suisse, pas en Algérie. Écoutez, le cas des personnes qui sont citées, la citation elle-même au niveau de la presse n'est pas une accusation. Oui. On sera au sens juridique. Si, quand même, hein, quand vous voyez le titre, Panama Papers, les petites cachotteries de l'ancien ministre algérien Ali Benouari. Non, c'est une divulgation. Ouais. C'est une divulgation d'informations financières. Oui. Bien. Maintenant, entre la divulgation d'informations financières qui peuvent avoir effectivement un caractère, il faudrait qu'il y ait un caractère pénal, il faudrait qu'il y ait dépôt de plainte, il faut qu'il y ait poursuite. C'est pour cela que M. Benouari ou d'autres disent, nous, on va déposer plainte. Et là, le problème juridique est très complexe, parce que d'un côté, la presse, qui est l'agent qui a divulgué ces informations, a un droit qui est très difficile à casser ou à passer outre, celui du secret de l'information et autres, etc., face aux droits de la victime, de qui ce sont, que ce soit le propriétaire du compte, que ce soit les banques, la banque panamienne en l'occurrence, peuvent aussi déposer plainte pour divulgation, etc. On n'en est pas là encore actuellement, on est uniquement dans le cas de divulgation. Nous allons demander à Abdou Sammar qui est avec nous, qui nous a demandé de le libérer. Abdou, merci d'être avec nous. Salut Jamel, merci. Merci. Alors, Abdou Sammar, d'abord une question. C'est toujours un plaisir d'être dans ton émission. Merci Abdou, c'est un plaisir pour moi aussi. Abdou, pourquoi cette affaire sort-elle maintenant? Nous avons posé la question à Ali Benouari qui semble penser qu'il pourrait y avoir règlement de compte derrière. Mais sinon, pourquoi ce n'est pas sorti dans la première bordée? Pourquoi maintenant Ali Haddad, Ali Benouari et d'autres? Pourquoi? Alors je t'explique, Jamel. Les papiers du Panama Papers, il y en a des milliers. C'est une énorme base de données. C'est une énorme base de données bancaires avec des codes, avec des organigrammes, avec des documents très particuliers, et ça nécessite un travail d'investigation important qui prend beaucoup de temps, qui prend énormément de temps. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur le SwissLeaks, dans les fichiers bancaires suisses de la HSBC. Lorsqu'on a travaillé sur le fichier algérien, j'étais particulièrement confronté à ce problème-là. Ça nécessite décrypter les fichiers bancaires, regarder les comptes, les mouvements des capitaux, etc. Ce n'est pas une sinécure. C'est un travail qui demande beaucoup de temps. Donc j'imagine que ces noms sont sortis maintenant parce qu'il y a un travail d'investigation qui a été poussé, qui a nécessité vraiment beaucoup de temps. Et d'autres noms vont paraître prochainement pour la simple raison que ce travail d'investigation va continuer.
Donc je ne privilégie pas franchement l'hypothèse d'un règlement de compte. Mais l'hypothèse reste là, c'est-à-dire on n'est pas à l'abri. Mais quand même, moi, à mon humble niveau, connaissant la délicatesse de ces données et la complexité de ces informations, ça prend vraiment beaucoup de temps pour travailler dessus et comprendre. Mais le Monde fait partie donc de ce consortium de grands journaux qui ont donc reçu ce legs d'informations de Wikileaks. Mais généralement, je crois qu'on désigne des journalistes par région, par secteur géographique et donc qui vont puiser un peu. Or, là, on dirait qu'on nous les donne. Est-ce qu'on nous les donne, comme vous le suggérez, au fur et à mesure de l'exploitation des dossiers, ou est-ce que parce qu'on laisse un dossier après l'autre pour pouvoir entretenir les scoops ou peut-être aller, comme vous le dites, peut-être vers des règlements de compte? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Moi, je crois franchement. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé sur le cas de le SwissLeaks. Donc, c'est un cas similaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de données bancaires, de fichiers, de numéros de compte, etc. Je pense franchement que l'ensemble des quotidiens et des médias qui sont impliqués avec l'opération Panama Papers, plus le collectif des journalistes indépendants, etc., se sont partagés le travail et les informations sont sorties par hasard. Et oui, il faut une procédure de vérification et une procédure d'expertise, etc. Je pense que c'est dû à ça. Franchement, c'est dû. Après, pourquoi, Jamel, nous sommes en Algérie énormément touchés, énormément interpellés? Parce que nous n'avons pas cette culture, nous ne connaissons pas ce que c'est que l'offshore. Les gens croient que le offshore, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. Non, c'est pas du tout extraordinaire. Il faut comprendre que les Algériens utilisaient le système offshore depuis des années. Et là encore, il ne faut pas s'attendre à des révélations fracassantes au niveau du Panama Papers pour la simple raison, et nous l'avons écrit, moi je l'ai écrit particulièrement et personnellement, le Panama n'est pas le premier paradis fiscal avec lequel la classe économique algérienne ou l'État algérien avec lequel travaille. Ce n'est pas le premier paradis fiscal. Donc il n'y aura pas énormément de révélations. Les premiers paradis fiscaux avec lesquels les acteurs économiques et étatiques algériens travaillent, c'est essentiellement Dubaï, c'est essentiellement Hong Kong, c'est essentiellement les îles Vierges britanniques à moindre mal. D'ailleurs, Sonatrach elle-même, la première compagnie de l'État, elle a une succursale aux îles Vierges britanniques. C'est pour vous dire. Mais Abdo, il y a offshore et offshore. Il y a ceux qui recourent, je veux dire, à l'offshore. Il y en a qui recourent à l'offshore donc pour fuir le fisc de leur pays de résidence, pour ne pas payer d'impôts. Mais il y en a d'autres qui recourent à ce genre de compte pour cacher des fonds indus, des fonds dont la provenance est douteuse. Alors, je comprends. Alors, il faut s'expliquer. C'est très important comme question, Jamel, parce que je pense que les Algériens, il faut faire de la pédagogie pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce que c'est qu'un compte offshore? Un compte offshore est par définition de l'évasion fiscale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne déclare pas ses recettes ou ce qu'il gagne dans son pays et qui le cache dans un autre pays où on ne paye pas d'impôts. C'est quoi? C'est un paradis fiscal. On ne paye pas d'impôts, il n'y a pas de taxes, etc. C'est ça ce que c'est que l'offshore. Par définition, c'est de l'évasion. Maintenant, dans le cas algérien, il faut savoir que la loi algérienne, qu'est-ce qu'elle dit? Il est strictement interdit, selon l'article 8 de la Banque d'Algérie, il est strictement interdit à un Algérien qui réside, attention, je dis bien qui réside en Algérie, de détenir des avoirs monétaires ou des avoirs immobiliers à l'étranger, sans que ça soit un paradis fiscal. Le fait que tu détiens, par exemple, un compte bancaire en France, c'est déjà interdit par la loi. Mais dans ce cas, on va mettre en prison quasiment tous les barons du régime. Voilà. Tous, donc, sans aucune exception. Très bien. Donc voilà le problème. Jamel, on y arrive. Le problème qui se pose en Algérie, c'est que la législation algérienne, elle est tellement fermée, elle est tellement archaïque qu'elle pousse tout le monde à tricher. Tout le monde est poussé à tricher. Mais dans la catégorie des tricheurs, Jamel, il y a tricheurs, les petits tricheurs qui, eux, ont gagné des devises et qui ne font pas confiance à l'économie algérienne et qui ne font pas confiance aux banques algériennes et qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, ils cachent des petites quantités dans des comptes offshore. Et tu as la deuxième catégorie, ça c'est les gros tricheurs. C'est ça la catégorie la plus inquiétante. Ce sont les importateurs et les acteurs, ce sont les importateurs et les entrepreneurs qui, eux, surfacturent. C'est-à-dire ils utilisent les devises que leur donnent les banques algériennes
pour surfacturer et cacher cet argent immense dans ces paradis fiscaux. Pourquoi la loi, il faut comprendre Jamel, pourquoi l'État algérien interdit de détenir des avoirs monétaires à l'étranger? Parce qu'il faut comprendre une chose Jamel, la devise, elle est sponsorisée par l'État algérien. Oui. Tu comprends, Jamel? Oui, oui, elle est sponsorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est subventionnée. Le coût de l'euro à la banque n'est pas son coût réel. C'est l'euro, le coût réel de la banque, le véritable coût de l'euro, il est à la bourse, il est à Square Saïd. C'est-à-dire que normalement, l'euro se vend à 190 dinars, mais l'État algérien te le vend à 120 dinars. Donc l'État subventionne. Donc quelque part, quand tu prends l'euro qui est subventionné par ton État et tu le caches à l'étranger, ça s'appelle du vol. C'est ça le problème, ça s'appelle du vol. Maintenant, c'est une problématique économique délicate. Pourquoi? Parce que le dinar d'abord n'est pas convertible. Notre monnaie n'est pas convertible. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la vendre à l'étranger. Alors c'est un premier problème. Deuxième problème, tout est étatisé en Algérie. Tout passe par l'État. Tout passe par l'État. Du coup, quand on veut importer ou acheter du matériel pour produire, même ceux qui produisent, il n'y a pas que les importateurs, même ceux qui rament pour produire, il faut ramener une machine. L'Algérie ne fabrique pas des machines. Pour ramener les machines, même ceux qui fabriquent des machines passent par ce genre de difficultés. Le crédit documentaire, la lettre de crédit, etc., etc. Donc c'est énormément de problèmes c'est un processus économique qui fait du mal à notre pays. Mais il faut distinguer. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité ou dans le même sac quelqu'un qui a caché 3 000 ou 4 000 euros dans une banque en Suisse ou dans une banque au Luxembourg parce qu'il veut économiser un peu d'argent pour ses enfants, avec quelqu'un qui surfacture, comme moi j'ai écrit dans plusieurs de mes enquêtes, quelqu'un qui vole jusqu'à 1 milliard à 2 milliards, ou quand on dit que dans les 60 milliards de dollars qui ont été importés par l'Algérie, jusqu'à 18 milliards de dollars, ce sont de la surfacturation, c'est-à-dire c'est des montants imaginaires, inventés, facturés, et ça part à Hong Kong, ça part à Dubaï, dans des sociétés écrans, ça part à Monaco aussi, c'est un paradis fiscal avec lequel la mafia algérienne travaille beaucoup. Donc c'est une différence énorme. Il faut que les Algériens comprennent, c'est très différent. Le cas de Benoîri et le cas de Ali Haddad, ça n'a rien à voir. Le cas de Rabrab et le cas de Benoîri, ça n'a rien à voir. C'est des cas complètement différents. Merci Abdou Sammar, au plaisir de vous revoir, merci encore. Ali Benoîri, je reviens à vous avant de recevoir Burhan Messir. Ali Benoîri, Abdou Sammar est en train de nous dire le cas de Ali Benoîri n'est pas comme le cas de Ali Haddad, le cas de Ali Benoîri n'est pas comme le cas d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je remercie Abdou Sammar pour la clarté de son exposé, bien entendu. Moi, je ne triche pas, je n'ai triché avec personne. Moi, je suis imposé en Suisse, je ne suis pas imposé en Algérie, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne suis comptable que devant l'administration fiscale suisse, qui était au courant de mes actions dans Société Générale, puisqu'elles étaient déclarées en Suisse, qui est au courant aujourd'hui de mes activités à Dubaï, puisque je les ai déclarées au fisc suisse. Donc tout est clair et tout est transparent. Mais pourquoi dans ce cas avoir opté pour un compte offshore? Pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons, je vous ai dit, il y a 3 critères. Il faudrait que les Algériens mémorisent ces 3 critères. Abdou Sammar a fait une toute petite erreur. Ça y est, il n'a pas été complet. Il y a l'aspect fiscal, il y a l'aspect anonymat et il y a l'aspect flexibilité. On ouvre vite une société offshore, on la ferme vite quand on n'en a pas besoin et elle ne coûte pratiquement rien. Moi, c'est ça qui me conduit à créer une société offshore. Ce n'est pas pour l'anonymat, puisque je déclare que je suis moi l'actionnaire. L'administration fiscale dont je relève le sait. Et je ne suis pas... Aujourd'hui que vous êtes un peu, vous occupez toutes les colonnes des grands journaux, le fisc suisse, vous êtes tranquille de ce côté. Il ne va pas venir vous inquiéter. Vous voyez bien que j'ai un sourire tranquille. Je ne me hasarderai pas à venir sur votre antenne si j'avais quelque chose à cacher ou à me reprocher. Je suis absolument tranquille. Mais c'est un procès politique qu'on me fait. Qui sont les commanditaires? Je ne sais pas, mais on peut deviner qui c'est. En tout cas, rien ne me fera croire que le journaliste qui a conduit cette soi-disant enquête, qui a abouti à la révélation, soi-disant révélation de mon nom, ait été animé par de bonnes intentions. Le journaliste dit qu'il a voulu vous rencontrer, que vous avez décliné. Ce n'est pas vrai, c'est un menteur. Je le défie de prouver qu'il a cherché à me joindre un jour ou l'autre.
tous les Algériens arrivent à me joindre. N'importe quel citoyen algérien arrive à communiquer avec moi par Messenger, par toutes sortes de... Mon numéro de téléphone est sur Facebook. Oui, mon numéro avec lequel je vous appelle maintenant. Un des collaborateurs de monsieur Hallas, qui fait partie du collectif d'investigation, je l'ai eu ce matin, monsieur Mohamed Rabah. Et monsieur Mohamed Rabah m'a appelé hier. Pourquoi donc monsieur Hallas, qui travaille avec lui dans le cadre de ce collectif, ne m'a pas appelé, n'a pas cherché à me joindre? Oui, mais de là le traité de menteur, peut-être que n'a-t-il pas réussi à vous joindre, peut-être. Non, c'est impossible. La gravité de ce qu'il affirme. Attendez, je vais vous préciser une chose qui est capitale. Il y a le fait brut, qui est banal. Dire que mon nom s'est retrouvé chez Fonseca ou Mossack Fonseca. Ça, c'est un fait banal qui n'a aucune signification particulière, puisque pour moi, c'est légal. Mais il y a ce qu'il dit, la façon dont il interprète. Le plus gros des mensonges, c'est de dire que c'est cette société qui a porté les actions de Société Générale pour que je cache leur cession à Khalifa Bank. C'est terriblement grave et c'est pour ça et c'est sur ce point que je vais faire un procès en diffamation au journal Le Monde, peut-être aux journalistes, mais en tout cas je vais attaquer le journal Le Monde, libre au journal Le Monde de se retourner contre ce journaliste. Je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous expliquer justement sur quoi vous voulez porter plainte au juste. Et je reçois à présent Borhan Messir, que je remercie d'être avec nous. Oui, bonsoir M. Benchinou, bonsoir à vos invités et à tous les spectateurs de Maghrébia. Merci. Borhan Messir, d'abord, votre sentiment, vous qui suivez de très près ce genre d'affaires, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, permettez-moi de recadrer un petit peu les choses. Ce n'est pas Wikileaks qui était à l'origine de ces révélations-là. C'était un lanceur d'alerte qui avait donné des documents et des courriers, des emails essentiellement très compromettants à un quotidien allemand, lequel quotidien allemand les a répercutés sur le consortium international de journalistes. Ils sont à peu près une centaine de rédactions à travers à peu près 80 pays. Maintenant, il faut savoir, je rejoins quelque part M. Abdou Samad quand il avait parlé de l'importance de ces informations. Il y a actuellement 11,5 millions de fichiers qui concernent à peu près pour certains 215 000 sociétés offshore, pour d'autres jusqu'à 500 000 sociétés offshore. C'est vrai que c'est une masse très importante d'informations à manipuler et que ça va s'étaler dans le temps. Le seul problème maintenant, la seule question qui est à poser, quels sont les critères qui obéissent à ce timing? Parce qu'il faut le savoir, ces révélations ont été faites en avril et mai 2016 et que la plupart des informations sont accessibles sur le site internet de ce consortium international. Maintenant, que le journal Le Monde ait donné ces informations, il faut savoir que le journal Le Monde a une ligne éditoriale qui est essentiellement centre-gauche, de centre-gauche. Donc, c'est plus ou moins, on lui a reproché quelque part son soutien à Emmanuel Macron. Et l'essentiel de l'électorat du journal Le Monde, ce sont des gens de gauche, du parti, de la gauche française, de la gauche politique française. Dans ces révélations, maintenant, M. Ali Benouari, quelque part, a raison. Les sociétés offshore ne puent pas. Ce ne sont pas toutes les sociétés offshore qui puent. Une chose est certaine à travers ces deux dernières révélations, c'est qu'à un certain moment, on croyait que c'était l'argent du pétrole qui passait par l'argent du pétrole algérien qui passait par l'offshore. Maintenant, ce n'est plus le cas. Sans accuser personne. Il y a d'autres domaines qui interviennent dans cette situation-là. Le cas Ali Haddad, par exemple. Le cas Ali Haddad, pourquoi est-ce qu'on a cité son nom dans cette société offshore? Parce que c'est de l'argent essentiellement qui vient de la sous-traitance avec des entreprises étrangères. Et quand on fait de la sous-traitance avec des sociétés étrangères, fatalement, on procède par des surfacturations qui passent par ces sociétés offshore. Là, c'est de l'argent qu'on soustrait et qu'on cache. Là, et qu'on cache, absolument. Ouais. Et ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises, toutes les boîtes ou toutes les personnes physiques qui ouvrent des comptes offshore à travers le monde. Maintenant, ça a été révélé. Et quelles seront les conséquences de ces révélations? Moi, quand je vois deux pays, par exemple, je prends le cas de la France, qui est un pays démocratique où le parquet national français a quand même s'est autosaisi par rapport à, je crois, 26 affaires. Quand je prends un pays comme Malte, qui est perdu dans une île, je m'excuse du terme, à la Méditerranée, et dont le Premier ministre a
convoquer quand même des élections législatives anticipées. Pourquoi? Parce que son ministre de l'énergie, son chef de cabinet et maintenant son épouse qui ont fait l'objet de citations dans ces affaires-là. Il y a même un Premier ministre, il me semble, en Scandinavie, en Islande, qui a démissionné. Il y a quelques mois, mais moi je parle de Malte, c'est récent ça. Ça fait même pas, c'est après une quinzaine de jours. Le cas de la Scandinavie, il y a quelques mois, effectivement. Maintenant, quelles sont les actions à entreprendre? Et pourquoi l'État algérien n'entreprend-il rien, malgré la gravité des accusations lancées contre les uns et les autres? Écoutez, on n'est pas à la première affaire et il y a beaucoup d'affaires où il n'y a pas eu de réaction. Prenez les dernières élections législatives, il n'y a toujours pas de réaction par rapport à ce qui s'est passé. Là, quand il y a un climat d'impunité, fatalement, on ne réagit pas. Il ne faut pas oublier une chose, parce que durant le mois de juin, il y a le procès intenté par M. Bouteflika contre le journal Le Monde. C'est durant le mois de juin. Donc peut-être qu'il y a une taille, je ne sais pas. C'est-à-dire il faudra vraiment fouiner au fond des choses pour essayer de faire un petit peu le parallèle entre ces révélations maintenant et ce qu'il y a derrière. Mais pourquoi faudrait-il voir un coup fourré quelque part? Pourquoi que ça ne rentrerait-il pas dans un cadre général de révélation dû à une exploitation de dossiers qui sont là, qui passent l'un après l'autre? Oui, mais c'est le timing qui cause problème, c'est pas le contenu des informations. Les informations sont accessibles. Vous rentrez sur le site, je vous assure, vous tapez Algérie, vous aurez toutes les données concernant l'Algérie par rapport à ce qui s'est passé avec carrément des photocopies des documents. C'est le timing qui cause problème. Ça veut dire l'affaire Benouari, par exemple. L'affaire Benouari, elle était consultable, elle était disponible? Vous rentrez sur le site internet du consortium international, vous allez tout retrouver. Ce sont des informations. D'où est-ce qu'on les obtient? Ce sont des informations qui ont été publiées en avril et mai 2016. Donc, ça me prendra du temps quand je n'ai pas des documents, mais il y a même des copies des échanges de courriers, des copies de documents. Donc ça ne peut pas prendre autant de temps. Oui, mais toutes les affaires ne sont pas consultables. Toutes les affaires n'ont pas encore été mises en ligne, si je peux dire. Écoutez, elles n'ont pas été mises en ligne pour ceux qui n'ont pas d'abonnement. Ceux qui n'ont pas, j'allais dire, ceux qui n'ont pas d'abonnement, mais ceux qui ont des abonnements, tout est consultable. Maintenant, vous choisissez votre moment de publier l'information, ça c'est autre chose. Il ne faut pas oublier que le directeur de la publication du Monde, c'est un financier à la base. Il était à la base un financier. Donc d'où, je ne sais pas, il y a eu un parallèle qui a été fait dans l'affaire de M. Benouari entre ce qu'il a déclaré concernant les élections présidentielles françaises et cette affaire. Je ne sais pas, mais essayons quand on manque d'informations, on essaye de prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour essayer de comprendre la situation. Merci Borhan Messir. Je vous en prie. Merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Azdine Zalani, le maître mot de l'intervention de Borhan Messir a été timing. Lui semble se questionner surtout sur le timing, pas sur l'affaire en elle-même, puisque le contenu ne casse pas grand-chose, hein, pour ainsi dire. Mais d'après vous, il y a quelque chose à dire sur ce timing? Je ne peux ni affirmer ni concernant je M. ne suis pas dans Benouari. le secret de Dieu. Je ne pense pas a priori qu'il soit lui personnellement visé, parce que vu la quantité de personnalités et de dossiers qui sont sortis, c'est des centaines de milliers de dossiers, je ne pense pas qu'il soit a priori, c'est ma conviction personnelle, et elle n'est fondée sur pratiquement rien, que ce soit véritablement une question politique. Oui. C'est une question financière. Ce que je voudrais rajouter par contre sur les questions des fonds, il n'y a pas que des fonds qui sont détournés d'Algérie, mais il y a des fonds qui sont constitués à l'étranger et qui ne sont jamais rentrés en Algérie. La grande partie des détenteurs de fonds algériens n'ont jamais rentré, particulièrement dans la classe politique. Et depuis des années. Mais ils viennent d'où ces fonds? Ils sont rétrocédés à l'étranger suite à des opérations financières. Des contrats, et par exemple, des commissions. Des commissions et autres, etc. C'est généralement des rétrocommissions. Les rétrocommissions, les commissions avec les sociétés nationales, avec le gouvernement, avec les ministères, etc. Et cet argent-là est rétrocédé dans des comptes spéciaux, etc. Mais parce que ce sont des revenus quasiment illégaux, en fait. Bien entendu. Ouais. C'est pour l'obtention de marchés, tout ça, c'est évident. C'est presque des pots de vin, j'allais dire. Tout à fait. Et à la limite, c'est revendiqué par les sociétés commerciales. Et les sociétés commerciales revendiquent cette possibilité-là. Quand les commissions sont déclarées. Ce droit d'avoir
à donner des commissions pour pouvoir travailler avec les entrepreneurs, etc. A fortiori, quand l'entrepreneur en chef, c'est l'État, l'administration. Et à l'intérieur de cette administration, c'est des personnes, des personnalités, des individus qui ont la décision. Et particulièrement, ce n'est pas un hasard que ce soit le ministre du Trésor, le responsable du Trésor, le ministre des Finances en Algérie ou en France, Cahuzac, qui ont été touchés. Mais la question qui se pose, il ne faudrait peut-être pas prendre une personne, un individu, face à des milliards d'argent détourné, mais je dis bien détourné déjà à la source, à l'étranger, au détriment de l'État algérien. Donc, et qui ont constitué donc des fortunes immenses. Là, vous parlez de détournement, ça veut dire que c'est du vol. C'est un argent qu'on prend. Ce n'est pas un argent qui est légal mais qu'on cache. C'est un détournement, c'est clair, au terme juridique, c'est un détournement. Par contre, le dispositif financier, juridique, pénal algérien est complètement obsolète. Complètement obsolète. Parce que le code pénal algérien traitant de l'escroquerie ou de l'abus de confiance ou du vol ou autre, etc., n'est complètement archaïque par rapport aux nouveaux procédés mondiaux universels actuellement au niveau concernant la finance, des procédés financiers totalement nouveaux, etc. Alors, je vous dis simplement en Algérie, le chèque en Algérie ne fonctionne pas. Oui. En Algérie, le notaire reçoit des shkara et remet cela en shkara, alors que la réglementation l'oblige à déposer cela dans une banque. Oui. Toutes les transactions immobilières en Algérie, toutes, se font obligatoirement chez un notaire, mais elles ne passent jamais à la banque. Et du coup, elles ne sont jamais fiscalisées. Et du coup, la déclaration... Enfin, elles sont fiscalisées pour ce qui est de déclarer. De ce qui est déclaré. Mais ce qui est en dessous de table, qui est le plus gros... Et l'État algérien ne fait jamais son droit d'option concernant ces transactions et qui paraissent véritablement dérisoires par rapport à leur montant, etc., qui passent par des notaires. Donc, le notariat en Algérie, le système juridique en totalité, le système monétaire, financier, l'absence totale, le dinar, qui n'est pas convertible, qui donc permet de constituer des milliards de sommes d'argent et de les faire expurger à l'étranger. Par le biais de souks parallèles. Par ce qu'on appelle le marché parallèle. Comme on dit, voilà. C'est tellement flagrant que maintenant, citer une personne, un individu, un ex-ministre, etc., on peut supposer effectivement, vu la généralisation de ces comportements, à tout point de vue, il y a pratiquement sur toute ce qu'on appelait auparavant la classe politique, mais actuellement, on voit une autre classe financière, monétaire, se constituer dont les moyens sont fortement douteux et qui envahissent maintenant la scène politique, la scène législative, la scène parlementaire, qui sont à la recherche d'immunité juridique, etc., concernant les poursuites. Toutes ces choses-là font que l'Algérie, le système juridique à dessein, volontairement, est resté archaïque et qui permet... À dessein, volontairement. Je dis bien à pour dessein. Ne pas pouvoir appliquer bien entendu. Ses propres dispositions. Avoir la réglementation sur le chèque, sur le moyen de crédit et autres, etc. La preuve, c'est que le régime ne porte jamais plainte contre les gens qui violent ses propres lois et qui sortent de son sein, en fait. Tout à fait. Aucune plainte. Ali Benouari, il nous reste environ 3 minutes. Nous allons vous les laisser si vous avez quelque chose à dire. J'aimerais que vous nous précisiez pourquoi vous voulez porter plainte contre Le Monde, parce que finalement... à part le titre, il n'a pas dit grand-chose, Le Monde, le journal Le Monde. Pour 2 raisons. J'ai réfléchi, je n'arrête pas de réfléchir à la motivation de ceux qui ont cherché à m'incriminer. J'ai trouvé 3 raisons. La première, Macron-Le Pen. Je n'aime pas Le Pen ni ses idées. Je n'ai rien contre Macron. La seule différence entre eux, c'est que, là j'en profite juste pour régler ça, Macron est allé à Alger chercher l'AMEN, il a cherché le soutien d'Alger, Alger a cherché le soutien du futur président, c'est tant mieux, voilà, on soutient un dictateur, comme d'habitude, depuis l'indépendance. Le Pen est une femme dont je n'aime absolument pas les idées, comme la plupart, mais elle a déclaré, et sans père avant elle, qu'il faut créer les conditions pour que les Algériens et les gens du Sud ne viennent pas chez nous. Pour ça, il faut les aider à se développer. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours tenus à distance des régimes chez nous. Alors, la deuxième raison, je crois que j'ai été manipulé, ou je devais servir à blanchir les véritables voleurs
surtout de manière à ce qu'en me défendant, je les défende indirectement. C'est jeter le discrédit sur Elias Hallas et son travail, sur Le Monde et son travail. C'est-à-dire tous ceux qui font des investigations sur les Panama Papers, au fond, c'est à travers moi et à travers la défense que je suis en train d'organiser, c'est de les décrédibiliser. Décrédibiliser l'action de ces gens-là en disant, regardez, comme ils se sont trompés pour Benouari. Oui, c'est léger, ce sont des gens légers, pas sérieux. Et à mon avis, c'est la chose la plus grave, parce que moi je soutiens l'action de ce collectif et ce qu'ils font est admirable. Mais voilà, en me mettant au milieu, ils se décrédibilisent pour le profit, évidemment, de qui vous savez, des véritables voleurs, véritables corrompus. Voilà, je crois que c'est ça là. Et puis accessoirement ou principalement, on se débarrasse de moi puisque on accrédite l'idée auprès de beaucoup d'Algériens, malgré eux, ben il est comme eux. Si on en parle, c'est que c'est vrai. Eh ben non, je vais consacrer le peu de ressources et d'énergie qui me reste pour combattre ces êtres malfaisants, leur façon de procéder, non seulement rétablir ma dignité, mais j'ai pas mon honneur, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais surtout démasquer leur jeu, parce que ce sont des gens véritablement diaboliques. Merci, voilà. Merci Ali Benouari, merci Azine Zalani, merci Abdou Sommar, merci Borhan Messir, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je voudrais aussi, au passage, remercier et féliciter tous ces journalistes qui enquêtent, qui vont au fond des choses, qui démasquent les gens, qui nous montrent la vérité crue sur certains de nos dirigeants, de nos ex-dirigeants, même si au passage, il arrive de temps en temps qu'on jette des personnes honnêtes en pâture à la foule. Mais bon, ça fait partie du jeu, si je peux dire. Merci beaucoup.